Bienvenue à la purge LGBT, la honte du Canada, l'histoire vraie des campagnes anti-queer. Cet épisode est financé en partie par une subvention communautaire du Le Fonds Purge LGBT. Ici, Sean Dern. C'était les années 90 et je peux vous dire par expérience que c'était une période vraiment effrayante et difficile. En dehors des soirées dansantes, on se battait encore pour nos droits fondamentaux à chaque jour. Notamment, le député Sven Robinson a tenté 2 fois de plus d'inclure l'homosexualité dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Et le sida frappait durement les hommes gays, bisexuels, les personnes trans et les hommes qui avaient des relations avec d'autres hommes. La stigmatisation qui touchait toute la communauté queer de l'époque était vraiment terrible. Au mois d'août 1992, un ancien capitaine militaire nommé Joshua Birch a déposé une plainte pour droits de la personne devant les tribunaux de l'Ontario après avoir été congédié de sa carrière militaire promoteuse parce qu'il a révélé son homosexualité. Il a réussi à démontrer que l'omission de l'orientation sexuelle dans la loi canadienne sur les droits de la personne constituait de la discrimination selon la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a conclu que même si l'orientation sexuelle n'était pas spécifiquement mentionnée, c'était un motif de discrimination. Le tribunal a ajouté que cette omission menait à un traitement préjudiciable des citoyens homosexuels. Même si la Charte des droits et libertés existait, les Canadiens queer devaient se battre contre les gouvernements conservateurs et libéraux pour chaque petit pas vers l'égalité. Dans cet épisode, vous entendrez des témoignages surprenants de l'ancien diplomate canadien et chef d'état-major de la Défense, le général John de Chastelain, sur les politiques militaires anti-homosexuelles et comment l'affaire Michelle Douglas a commencé à tout changer. Qu'est-ce que vous suggérez? Que les forces canadiennes n'auraient pas dû avoir une politique comme celle-là à l'époque? Sur une note personnelle, à l'époque, en 1992, moi là, le twink blond de 19 ans, je suis descendu de ma chaise de sauveteur à Montréal et j'ai déménagé à Ottawa pour étudier en journalisme. Pour moi, l'affaire Michelle Douglas était un gros scoop, comme big news, comme on dit en anglais. Michelle était une jeune officière dans la mi-vingtaine avec une carrière promoteuse qui lui avait valu une promotion comme enquêteuse à l'EUS. Dès son arrivée, Michelle se retrouvait elle-même sous enquête et a subi plusieurs interrogatoires vraiment intrusifs. Michelle a finalement réussi à contacter Sven Robinson, le premier député ouvertement gay du Canada, qui l'a mis en contact avec un avocat des droits de la personne très respecté. Cette personne était Clayton Ruby, un homme incroyable et formidable, un avocat de Toronto qui a fait beaucoup de travail en droit de la personne et qui est d'une grande générosité et bonté. Lui et son conjoint ont pris soin de moi. Ils m'ont littéralement et figurativement entouré et m'ont dit « Si tu veux aller de l'avant, si tu veux avancer légalement avec ça, tu as un excellent dossier et on peut t'aider. » Juste une petite note, les traductions vocales de cet épisode sont rendues possibles grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Michelle a contesté le refus de son habilitation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. Clayton Ruby et moi sommes intervenus au nom de Michelle lors de cette audience. On l'a amené là-bas, on a eu une audition. On a eu un très bon agent d'audition dont le nom m'échappe, mais c'était une conservatrice et une femme, et c'est ce qui comptait. Alors, on a présenté les preuves. On était dans cette salle secrète du bâtiment du SCRS à Ottawa. Sven Robinson, qui est avocat, est venu avec moi comme associé. Bien qu'il n'ait pas fait le travail sur le dossier, il a suivi l'affaire de très près et il était le moteur derrière cette cause. Un véritable monument juridique, Clayton Ruby est malheureusement décédé juste avant que je commence les entrevues pour ce documentaire. Son enregistrement est gracieusement fourni par le Fonds Purge LGBT et comme j'ai mentionné tantôt, la traduction est grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on l'a porté devant le CSARS et on a présenté des preuves. Ils ont présenté quelques preuves en secret qu'on n'était pas autorisé à voir. Quoi qu'il en soit, on a gagné et on a obtenu ce jugement formidable de la femme qui présidait le comité. Le ministère de la Défense a été sommé de rendre à Michelle son habilitation de sécurité et de lui réintégrer son poste.
Elle a trouvé le traitement de Michel complètement dégradant et inacceptable, et elle nous a donné un jugement qui expliquait tout. Il disait « Ceci est inacceptable, ce n'est pas la façon dont les Canadiens se traitent. » C'était un jugement magnifique. Le gouvernement n'a pas accepté que le comité de surveillance du renseignement de sécurité puisse lui donner des ordres. En même temps que cela se passait, dans les jours qui ont suivi, si je me souviens bien, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement concernant une question importante. Est-ce que les décisions prises par ces comités d'examen, comme le CSRs qui sont établis au sein du gouvernement fédéral, étaient contraignantes pour le gouvernement? La Cour suprême du Canada a dit que non, dans un jugement que je n'ai jamais compris parce qu'il me semble illogique. Le général John de Chastelain a refusé de lui redonner son autorisation de sécurité après que le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité l'avait ordonné. Il a dit « Non, je n'accepte pas cela et je pense que nous devons faire appel de cette décision. » Bien sûr, je voulais parler avec John de Chastelain de ses souvenirs de cette période et de son temps dans l'armée. J'ai réussi à joindre le général retraité par téléphone et il m'a surpris en acceptant une entrevue tout de suite sur le champ. Je lui ai demandé ce dont il se souvenait à propos de l'interdiction des personnes gays dans l'armée et s'il se rappelait avoir vu des gens simplement disparaître de ses propres unités. Je ne me souviens que d'une seule occasion où cela s'est produit. Oui, c'était d'un couple qui était en poste au même endroit que moi et on les avait accusés d'avoir une liaison. C'est tout. C'était la seule fois où j'ai entendu parler d'une situation comme celle-là. Je savais qu'il y avait une politique dans les forces canadiennes de ne pas accepter les personnes gays. Mais je ne le savais que simplement parce que je faisais partie des forces. Ensuite, j'ai demandé à M. de Chastelain de réfléchir à l'époque où la politique de la purge LGBT existait encore et... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous parlez de la purge. En ce qui me concerne, il n'y a jamais eu de purge. À ce moment-là, j'ai pris le temps d'expliquer à de Chastelain ce qu'on appelle la purge LGBT, qui a duré jusqu'aux années 1990. Il a affirmé qu'il n'était pas au courant de celle-là. Je me suis ensuite concentré sur la période où de Chastelain était un officier militaire supérieur et je lui ai demandé si c'était difficile pour lui de voir ce qui arrivait à ses compagnons d'armes qui n'étaient coupables que d'aimer quelqu'un. Qu'est-ce que vous suggérez? Que les forces canadiennes n'auraient pas dû avoir une politique comme celle-là à l'époque? Non. Je lui demandais simplement ses réflexions sur cette période et sur la politique anti-gay des forces. Eh bien, comme vous le savez, je l'ai fait changer. Donc, vous connaissez mes pensées là-dessus. Loin de moi l'idée de contredire un ancien chef d'état-major de la Défense, ancien ambassadeur canadien, compagnon de l'Ordre du Canada et le monsieur qui a négocié la paix en Irlande du Nord, mais ce n'est pas exactement comme ça que c'est passé. Avant d'être promu général et nommé chef d'état-major de la Défense en septembre 1989, John de Chastelain était sous-ministre adjoint de la Défense, responsable du personnel. Dans ce poste, 9 jours avant sa grande promotion comme chef d'état-major, de Chastelain a participé à une réunion au lac Meech avec le vice-premier ministre de Brian Mulroney, Don Mazankowski, le ministre de la Justice, Doug Lewis, le ministre de la Défense nationale, Bill McKnight, et la ministre associée de la Défense nationale, Mary Collins, pour examiner une nouvelle ordonnance administrative des forces canadiennes sur l'orientation sexuelle. Selon une note militaire maintenant déclassifiée, l'effet de cette nouvelle ordonnance était de renvoyer ou d'exclure des forces canadiennes tout personnel homosexuel qui s'était comporté selon son orientation sexuelle. Curieux, ce ne semble pas vraiment mieux encore. Les ministres ont unanimement accepté d'aller de l'avant avec l'ordonnance administrative proposée des forces canadiennes sur l'orientation sexuelle, à condition que le premier ministre Mulroney soit aussi d'accord. L'équivalent parlementaire de « va demander à ton père ». Le chef de cabinet du premier ministre Stanley Hart, ainsi que le directeur des services juridiques du personnel ont aussi assisté à la réunion. Stanley Hart a demandé que la Défense nationale et Justice Canada examinent l'ébauche de l'ordonnance du point de vue de la Charte des droits et libertés et qu'ils présentent le meilleur argument possible pour défendre l'ordonnance si elle était contestée en cours.
Finalement, c'est exactement ce que Clayton Ruby a dû faire. Okay, I'm not giving this up. The records are great. Bon, je n'abandonne pas. Ces documents sont formidables. On va poursuivre le gouvernement du Canada et le ministre pour violation de ses droits constitutionnels. On demandait des dommages d'intérêt financiers pour la carrière perdue et surtout une déclaration: l'armée doit immédiatement cesser de discriminer les gays et les lesbiennes dans les services militaires. Entre 1989 et l'automne 1992, les forces armées canadiennes et le gouvernement de Brian Mulroney ont vraiment tout fait pour trouver un moyen de continuer à discriminer leurs soldats LGBT. Justice Canada a même payé un avocat indépendant, Kenneth Kinsella, qui a conclu sans hésitation que l'orientation sexuelle était protégée par l'article 15 de la Charte et qu'il n'y avait absolument aucune base réaliste pour justifier la politique des forces armées. Une lettre non datée du ministre de la Défense nationale de l'époque, Marcel Masse, probablement écrit vers le mois d'août 1992, mettait en garde contre le fait de confronter Michelle Douglas devant les tribunaux. Le ministre a expliqué qu'il y aura 3 conséquences inévitables. Premièrement, le gouvernement serait perçu comme refusant de reconnaître la loi canadienne actuelle, ce qui pourrait entraîner des dommages et intérêts punitifs. Deuxièmement, la réputation des forces armées canadiennes sera ternie. Et troisièmement, les preuves présentées au procès embarrasseraient sérieusement le gouvernement. Le ministre a pressé le premier ministre Mulroney de donner son approbation immédiate pour régler l'affaire Douglas et les autres cas pendant liés à l'orientation sexuelle, qui étaient plusieurs, et d'abandonner la politique actuelle des forces armées. Puis, quelques mois plus tard, le gouvernement continuait quand même à traîner les pieds. J'ai dit, non, on ne vous donne plus de délai, on va au procès, préparez-vous. Quand on arrive au tribunal, la veille, je reçois un appel téléphonique me disant « On est prêt à accepter vos conditions ». Ils ne voulaient pas de procès. Un procès les aurait humiliés. Je crois qu'il y avait des choses personnelles chez les 2 personnes clés qui se trouvaient en place et qui n'étaient tout simplement pas prêtes à défendre une politique qu'ils ne respectaient pas. L'ancien député Sven Robinson a insisté sur le fait que ces décisions n'avaient pas été prises par John de Chastelain. Il a souligné que c'était des décisions profondément politiques prises au plus haut niveau du gouvernement. Malheureusement, les survivants et survivantes avec qui j'ai parlé pour ce projet ont déclaré « Oui, la politique a changé, mais la vie au sein de l'armée, elle, n'a pas changé. » Je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas été le cas. J'ai expliqué à de Chastelain que les préjugés ne disparaissent pas juste comme ça. Pour moi, dans l'armée, quand un ordre est donné, il est suivi. Mais dans ce cas-ci, et dans plusieurs des histoires que j'ai entendues, ce n'était pas vrai. L'ordre a été donné, mais les abus ont continué. L'homophobie a continué. Et l'exclusion de cette fraternité des soldats a persisté. Je n'étais pas au courant de ça. Je n'étais pas conscient qu'il y avait une exclusion continue. Une fois qu'on a clairement établi que l'homosexualité n'était pas un facteur d'exclusion des forces armées, c'était réglé. Maintenant, s'il y avait des cas individuels où certaines personnes n'aimaient pas ça et faisaient des remarques, ça les regardait. Mais la politique a changé. Je l'ai changée. Et elle est restée comme ça. J'ai aussi demandé à de Chastelain de commenter la violence qui existait à l'époque, particulièrement celle dirigée contre les femmes et les lesbiennes dans les forces armées, et cette culture de violence qui perdure encore aujourd'hui. Je ne sais pas à ce sujet. S'il y avait une culture de violence, elle n'était pas apparente pour moi quand j'étais encore dans les forces militaires. J'ai quitté le service depuis un certain temps. Je sais quelle était ma politique quand j'ai changé la situation concernant l'acceptation des homosexuels dans les forces, et je n'y ai pas pensé depuis. Quel beau privilège, ça! La plupart des survivants et survivantes de cette purge y pensent ou en subissent les conséquences chaque jour depuis des décennies. Dans un message bilingue à tous les membres des forces canadiennes le 27 octobre 1992, le général John de Chastelain a révoqué l'ordonnance administrative 1920. Bien que cette décision puisse être difficile à accepter pour certains membres des FC, a écrit de Chastelain, je tiens à ce que vous compreniez tout,
que la révocation de la politique sur l'homosexualité reçoit mon soutien total. Ce changement de politique a donné de l'espoir à Martine Roy. Tu l'as rencontré dans l'épisode précédent. Martine avait été renvoyée de l'armée quelques années plus tôt. Le cas de Michel Douglas dans les nouvelles, je le vois. J'ai même fait un scrapbook d'articles, j'ai donné d'ailleurs. Et j'étais vraiment sûre, moi et mon père, on était sûrs qu'à cause qu'elle a gagné, qu'il était pour s'excuser puis nous redonner nos emplois ou quelque chose. OK? Puis là, on s'est rendu compte qu'il n'y a rien qui se passait après. Mais rien. Il n'y a pas eu aucune excuse, il n'y a pas eu aucune... Il n'y a rien eu. Il y a juste, elle a gagné, la politique a été enlevée, puis ça l'a fini là. D'après ce que j'ai entendu lors de mes entretiens, il y avait des commentaires négatifs sur le changement de politique de la part de tous les rangs militaires, ce qui rendait la situation encore plus difficile pour les soldats et soldates queer. Et voici quelque chose d'encore plus frustrant. Une note d'information au ministère du Cabinet avant le règlement de Michel Douglas disait « Un remplacement immédiat de l'ordonnance 1920 n'est pas essentiel. » Mais l'armée a ignoré ce conseil et a créé un nouvel ordre quelques mois plus tard appelé « Ordonnance administrative des forces canadiennes 1936, conduite et comportement sexuel inapproprié ». Il a abandonné la définition de homosexualité de l'ordonnance 1920 pour ajouter une définition de la conduite et du comportement sexuel inapproprié qui comprenait deux choses. 1. Tout ce qui constitue une infraction au Code criminel du Canada ou au Code de discipline militaire, ou 2. Impliquait des personnes du même sexe. Mais attendez, attends une minute. La purge LGBT n'est-elle pas maintenant terminée? Heureusement, une note d'information de cette époque résume les changements entre les deux ordres. L'ancien ordre ne permettait pas aux membres homosexuels d'être maintenus dans les forces. Le nouvel OAFC 1936 a introduit qu'une personne qui se livrait à une conduite sexuelle inappropriée ne devait normalement pas être enrôlée dans les forces. Jusqu'ici, je ne vois pas en quoi le nouvel ordre est meilleur. L'ancien, numéro 1920, ordonnait au commandant d'enquêter sur les rapports d'homosexualité en utilisant un médecin militaire si nécessaire et la police militaire, le UUS, etc., et d'éviter toute forme d'embarras à l'individu. Le nouvel 1936 ordonnait aux commandants de mener leurs propres enquêtes préliminaires. Si l'acte impliquait des personnes du même sexe, le membre devait être interrogé. Si les enquêtes préliminaires révélaient des preuves de conduite sexuelle inappropriée, c'est-à-dire tout ce qui était gay, ou indiquait qu'une enquête plus approfondie était nécessaire, le commandant doit faire effectuer une enquête de suivi comme il le juge approprié dans les circonstances. En termes de discipline, l'OAFC 1920, techniquement, n'en avait pas. Les gays n'étaient pas autorisés dans l'armée, alors ils étaient expulsés. Le nouvel OAFC 1936 disait « Les commandants doivent prendre toutes mesures administratives et disciplinaires qu'ils jugent appropriées s'il était prouvé qu'une membre était queer. » Là, c'était beaucoup de latitude pour un commandant, beaucoup plus que sous la politique précédente. Bon, 1993 a apporté un grand changement politique au Canada quand le Parti libéral de Jean Chrétien a décimé les conservateurs de la première ministre Kim Campbell aux élections. Cette même année, l'Alliance de la fonction publique du Canada, le AFPC, a réussi à faire valoir qu'une fonctionnaire avec un conjoint du même sexe devrait recevoir des congés liés aux obligations conjugales comme indiqué dans les conventions collectives. Le syndicat a soutenu qu'une vision hétéronormative du travail de soins n'est pas seulement discriminatoire, mais perpétue aussi l'inégalité fondée sur le genre. Sur son site web, l'Alliance note que le membre Dale Ackerstrom a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien des droits de la personne quand son conjoint s'est vu refuser les prestations du régime de soins de santé et dentaire dans la fonction publique. Cela a mené à une décision historique de la Cour suprême du Canada en 1995 qui a ordonné au gouvernement de cesser la discrimination envers les travailleurs et travailleuses basée sur une définition hétéronormative du conjoint. Malgré tout ça,
Combien de temps penses-tu que Lynn Golliker a décidé de rester dans l'armée après ces changements de politique? Jusqu'en 1995. C'est ça quand j'ai dit j'avais essayé. J'avais une partenaire qui était civile. Ça m'a attiré aussi, ça m'a donné une force aussi de partir peut-être. Puis, parce qu'elle n'était pas bienvenue encore. Toutes les politiques n'ont pas changé dans le militaire encore. Puis, il n'y avait pas de place pour des femmes, il n'y avait pas de place pour les lesbiennes puis pour les gays dans le militaire, dans la culture. À ce moment-là, pour moi, je ne voyais pas le futur avec la promesse d'avoir des choses qui vont changer. Je n'avais pas d'espoir que ça va changer au futur. Puis je vais avoir une carrière assez normale. Alors, j'ai perdu tout que j'avais envie de faire avec les militaires à ce moment-là. Lynn est retournée aux études et est devenue professeure d'université. Mais à l'époque, elle et sa conjointe, Carmen Poulain, venaient de commencer leur importante recherche sur les expériences des soldats et soldats queer. Cette recherche était financée par le Conseil de recherche en sciences humaines. Et l'armée l'a vite remarqué et ça leur plaisait pas du tout. Je sais pas, je suis surprise que Lynn n'ait pas parlé du fait que les militaires ont découvert qu'on faisait cette étude-là à un moment donné et qu'ils nous ont barrés. Oui, explique-moi ça. À un moment donné, on parlait parlait pas tant que ça aux médias à l'époque, mais on mettait des annonces, on commençait à publiciser le fait qu'on était en train de faire une étude parce qu'il fallait solliciter la participation des soldats, soldates et de leurs conjoints et conjointes. Donc ça, c'était pendant les années 90 à peu près, hein? Oui, c'est encore dans les années 90. C'est au début de notre étude. Là, il fallait trouver des participants, puis c'était... je veux dire, de bouche à oreille que ça se passait. Alors, là, on a commencé à faire des entrevues avec certains des journaux qui sont même payés par... Ils payent des journaux, le côté civil, là, payent des journaux pour les bases. Comme par exemple à Gagetown, il y a un petit journal qui sort toutes les, je sais pas trop quoi, là, et puis ça parle des forces militaires, mais c'est pour tout le monde de la région, là, du coin. Puis là-dedans, on peut acheter des annonces, des petites annonces, comme on disait à l'époque. Là, il y en a moins maintenant parce que c'est les médias sociaux, mais les petites annonces. Puis nous autres, on avait développé une petite annonce, puis on avait parlé à quelqu'un, une éditrice d'un de ces journaux-là, elle avait fait une entrevue sur notre étude pour justement encourager les gens de nous contacter. Et là, quand c'est venu à l'oreille des commandants à Ottawa, j'ai reçu un téléphone à la maison pour nous dire que c'était plus permis pour nous d'annoncer qu'on faisait cette étude-là dans les journaux ou sur les bases. Comme tu sais, je veux dire, des petits papiers là, qui annoncent qu'on fait une étude. On avait été à Canex, c'est des magasins sur les bases. Là. On mettait des petits papiers disant on fait une étude sur telle chose. Que c'était interdit pour nous d'aller sur les bases. Et que les études n'avaient pas été approuvées au niveau de la déontologie, c'est-à-dire qu'on n'avait pas passé à travers de leur évaluation pour s'assurer que l'étude était correcte, qu'il n'y avait pas de problème, ouais. Mais j'ai continué, j'ai dit, en fait, oui, elle a été évaluée au niveau de l'université, de nos universités. Et on a une subvention du gouvernement, du CRSH, qui nous subventionne et donc on a été évalué par des pairs, que c'était correct au niveau de la déontologie et de tout, sinon on n'obtiendrait pas notre subvention. La conversation a duré à peu près 15 minutes au plus pour que éventuellement ils finissent par dire c'est pas avantageux pour nous que d'avoir nos soldats qui vont vous parler et on veut pas qu'ils soient harcelés ou sollicités de quelque façon que ce soit par vous et votre étude. Alors, on était barrés et il y a eu un ordre qui était circulé à travers de toutes les bases au Canada qu'on n'avait pas le droit
d'annoncer ou d'acheter des annonces. D'ailleurs, on était remboursés pour certaines annonces qui n'avaient pas encore paru, mais qu'on avait déjà payées pour solliciter la participation d'individus qui faisaient partie du groupe qu'on voulait interviewer, c'est-à-dire les LGBT. C'était à l'époque de premier ministre... Ça ne s'appelait pas du gouvernement, directement, c'était de l'armée. C'était des commandants de l'armée qui venaient de m'appeler, puis c'était interdit pour nous de solliciter la participation de leurs soldats. Et j'espère que vous avez dit le contraire et que vous avez le droit de faire n'importe quoi. Non, j'ai pas argumenté. Je me suis pas argumenté. Moi, j'ai juste défendu notre étude. Notre étude avait été sanctionnée au niveau fédéral. Je me sentais comme légitimisée dans mon effort de recherche. Puis j'essayais d'argumenter par rapport à ce qu'il me disait et j'avais des réponses pour tout. Sauf qu'en bout de ligne, il m'a dit, c'est pas avantageux pour les militaires. Point à la ligne. Et là, je pouvais rien dire parce que c'était une affirmation. Bon, ben, si vous considérez que c'est pas avantageux, qu'est-ce que je peux dire? Moi, au contraire, je pensais que c'était avantageux. Je pourrais documenter que maintenant ça avait changé. Je veux dire, il n'y avait pas à se défendre si le système était comme il devait être. Est-ce que tu as pris son appel comme une menace? Oh, ben c'était un ordre. C'était pas une menace, c'était un ordre. C'était une interdiction de faire de la publicité ou d'interviewer les soldats canadiens. C'était un ordre. Et c'est pas la première fois que quelqu'un ne veut pas être investigué. J'utilise le mot, là, en tout cas. Mais non, je pense que pour lui, il n'y avait pas aucun doute qu'il pouvait exercer ce pouvoir-là et nous dire qu'on ne pouvait pas faire notre recherche. Spoiler, Carmen et Lynn n'ont pas arrêté leur recherche, mais on y reviendra dans un instant. En 1996, le gouvernement libéral de Jean Chrétien a finalement modifié la loi canadienne sur les droits de la personne pour inclure spécifiquement l'orientation sexuelle comme motif de discrimination interdit. 2 ans plus tard, le magazine Maclean's a exposé l'existence et l'étendue des inconduites sexuelles dans les forces armées canadiennes à travers les histoires de 13 survivantes. Et la fin des années 1990 a aussi marqué le début de la longue bataille pour l'égalité d'accès aux prestations de survivants du régime de retraite. Ce qui a commencé par une lettre de 1992 de l'ancien président de l'AFPC, Daryl Bean, a mené l'Alliance de la fonction publique du Canada à contester la pratique discriminatoire du gouvernement qui refusait les prestations de survivants aux couples queer jusqu'à la Cour suprême du Canada en 1999. Et bientôt, d'autres lois anti-queer tomberaient aussi. À suivre dans l'épisode numéro 7 de La Perle LGBT, la honte du Canada. Je me souviens très bien, Lynn et moi, c'était un vendredi soir, puis on reçoit un téléphone de Martine, et puis qui nous dit, ça a été un événement, qui nous dit, écoute, on essaie de faire quelque chose, on essaie de ramasser, voulez-vous prendre partie à ça? Puis avant ça, on avait eu un autre appel ou un courriel de Diane Pitt nous disant, on essaie de ramasser du monde pour amener ça au Parlement, pour faire une pétition elle avait convaincu son membre de Parlement qu'on devrait aller, puis que ça, c'était à l'époque du gouvernement Harper. J'ai parlé avec plusieurs membres du réseau Nous exigeons des excuses. Leurs efforts ont mené au recours collectif de la purge LGBT et aux excuses officielles du gouvernement du Canada. La Purge LGBT, la honte du Canada, est une production d'agents secrets. Cette série a été créée par moi, Sean Dern, et est soutenue en partie par une subvention communautaire du Fonds Purge LGBT à Ottawa. Le producteur exécutif est Yann Capstick. Si vous aimez nos histoires, montrez votre soutien avec une note de 5 étoiles et un commentaire positif sur cette plateforme. Merci de votre